c'est Francis qui va présenter Enzo, parce que cette soirée inaugure un peu un nouveau dispositif, à savoir que la Société Louise Michel et la revue Contretemps ont décidé de rapprocher leurs efforts et de travailler ensemble le plus régulièrement possible. Donc comme Enzo a souvent été un contributeur de la revue Contretemps, comme c'était la bien d'organiser cette première réunion ensemble. Donc voilà, alors je signale simplement que les livres, enfin un des livres de Enzo, l'autre je ne sais pas, mais celui qui s'appelle La fin de la modernité juive sera en vente à la fin de la réunion. Et donc, je laisse la parole à Francis pour faire présenter notre orateur. Oui, alors juste en quelques mots, parce qu'il ne faut pas prendre trop de temps dans les formalités. Donc, Enzo Traverso a enseigné à l'université de Picardie, l'université Jules Verne, et il est à présent professeur à la Cornell University de New York. Alors, dans les nombreux ouvrages d'Enzo, il y en a beaucoup qui concernent la question juive, puisque le premier ouvrage, c'était les marxistes et la question juive. On peut citer les Juifs et l'Allemagne, l'histoire déchirée, la pensée dispersée, et donc ce nouvel ouvrage, La fin de la modernité juive, qui s'inscrit donc dans une continuité de réflexion sur une question dont Enzo, dans le livre, dit que il ne s'agit pas pour lui de prendre l'histoire juive comme un objet d'étude en soi, mais comme le prisme à travers lequel nous pouvons lire l'histoire du monde. Et plus précisément, d'historiciser le XXe siècle et de questionner notre présent. Donc, c'est pas simplement les ouvrages sur la question juive, c'est l'ensemble de l'œuvre d'Enzo qui est en cause, puisqu'il y a les autres ouvrages qui sont des réflexions sur, en particulier, la violence au XXe siècle sous ses diverses formes. Donc la proposition, c'est que Enzo intervienne, puisqu'il est venu pour cela, et que nous sommes venus pour l'entendre, qu'ensuite il y ait un débat. Et la Société Louise Michel veut innover en matière de réflexion, c'est-à-dire que ce qui sera possible, c'est que, alors on aura les précisions ensuite, ce qui sera possible, c'est de poser des questions via le site ou de déposer des interventions en réaction à la conférence et au débat. Et puis Enzo pourra choisir quelques questions et y répondre par le même média, donc via Internet. Donc on apportera les précisions peut-être en cours de débat. Et on commence par l'intervention d'Enzo Traverso. Merci. Merci beaucoup pour cette invitation à présenter et discuter avec vous ce livre, ce petit essai sur... Ça marche pas, pardon. Ça marche pas? Ça marche. C'est ma voix qui n'est pas très puissante, mais le micro marche bien. Donc, je disais, je voudrais tout simplement esquisser quelques lignes de réflexion sur une grande mutation historique que j'ai essayé de résumer dans mon livre, qui fait l'objet un peu de ce petit livre. Une grande mutation historique qui s'inscrit, si vous voulez, un peu dans le passage du XXe au XXIe siècle, un changement d'époque, l'achèvement d'un cycle, l'ouverture d'une ère nouvelle dont on voit mal le profil et un peu la direction. Mais dans ce siècle qui vient de s'achever, eh bien, les intellectuels ont joué un rôle important dans le rapport à la politique. Je pense que c'est difficile de penser l'histoire intellectuelle, l'histoire culturelle, mais aussi l'histoire politique du XXe siècle, sans prendre en considération sa dimension juive. La judéité comme
un des aspects, une des dimensions de la modernité, et notamment de la modernité occidentale. Or, je pense qu'il y a une mutation historique qui s'est produite et qu'il faut essayer de comprendre, d'analyser, d'inscrire précisément dans une perspective historique. La fin d'un cycle, l'ouverture d'une ère nouvelle. Si on veut aborder la modernité dans sa dimension juive, je pense qu'on peut définir par une formule qui est discutable, controversée même, mais on peut définir une modernité juive. Une modernité juive qui couvre grosso modo 2 siècles, qui va du milieu de la seconde moitié du XVIIIe siècle jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Une époque de la modernité juive qui s'amorce avec les débats qui traversent plusieurs pays européens sur l'émancipation des Juifs, à l'époque des Lumières, si vous voulez, et qui s'achève 2 siècles plus tard avec la Shoah, bien évidemment, avec l'extermination des Juifs d'Europe, mais aussi avec la naissance de l'État d'Israël et le déplacement de l'axe du monde juif, le déplacement du barycentre du monde juif sur le plan démographique, mais aussi économique, intellectuel et politique de l'Europe vers les États-Unis d'un côté et Israël de l'autre. L'Europe avait été le centre de cette modernité juive. Il y avait 10 millions de Juifs en Europe à la veille de la Deuxième Guerre mondiale. Il n'en reste plus aujourd'hui que 2 millions environ. L'axe du monde juif s'est déplacé en dehors de l'Europe et tout a changé. Pratiquement, ce qu'on peut définir, la modernité juive, change de forme, de visage, de physionomie, structurellement, disons, s'opère une grande mutation. Cette modernité juive présente toute une série de traits distinctifs, que j'ai résumés par des formules. Mobilité, extraterritorialité, urbanité et textualité. C'est-à-dire, les Juifs étaient une élite intellectuelle, avaient produit une élite intellectuelle dans un monde dominé par la culture écrite, mais une culture écrite qui restait le monopole d'une minorité, si vous voulez, qui n'était pas à la portée de tout le monde. Il s'agissait d'une minorité très urbanisée, dans un monde où le clivage entre ville et campagne était encore très fort, et jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, une très large partie des populations, y compris les pays européens les plus développés, vivaient dans l'agriculture. Et puis, mobilité, exterritorialité, c'est-à-dire la diaspora, des réseaux qui étaient économiques, intellectuels, des transferts culturels, intellectuels qui se faisaient au-delà des frontières étatiques, dans un monde qui était en train de se constituer, de se structurer à travers une architecture d'État-nation. Et donc, il y avait cette tension entre une modernité juive qui dépasse, qui tendanciellement transcende les frontières nationales, et un monde qui se constitue comme un monde d'État-nation. Et évidemment, après la Deuxième Guerre mondiale, tous ces éléments sont remis en cause ou connaissent un bouleversement assez important.
urbanité. Il y a un très beau livre de Miles Davis qui montre que désormais la majorité de la population de la planète vit dans des centres urbains, est urbanisée, des bidonvilles pour la plupart. Bref, textualité, eh bien, ce monopole de la culture écrite qui appartenait à une élite a été remis en cause par l'avènement de la culture de masse et par exemple, l'université de masse d'un côté, mais est remis en discussion aussi par une mutation d'une portée beaucoup plus vaste, encore une fois historique, si vous voulez, ce que, bon, on pourrait reprendre la formule de Régis Debray, qui dit le passage de la graphosphère à la vidéosphère, une culture dominée par l'écrit, une culture dominée par l'image. Et puis avec les processus de globalisation économique, mais aussi culturelle, et avec une remise en cause des souverainetés nationales. C'est un débat politique de notre époque. Eh bien, l'exterritorialité juive cesse d'être une spécificité, devient un des traits marquants de la globalité dans son ensemble. Et donc cette modernité juive, si vous voulez, a été, les Juifs ont joué un rôle de précurseur, mais ils ont dessiné des tendances qui concernent aujourd'hui le monde dans son ensemble. Alors cette modernité juive prend forme, se définit dans une contradiction, une tension qui la caractérise, qui en est un peu un élément constitutif, si vous voulez, une tension très forte entre l'émancipation d'un côté et l'antisémitisme de l'autre. L'émancipation qui est un processus qui n'est pas linéaire, hein, qui est un processus très tortueux, mais l'émancipation qui est une tendance claire. L'émancipation, c'est l'émancipation politique, l'accession des Juifs au statut de citoyens dans les différents pays, symboliquement la Révolution française qui marque le tournant et qui amorce un processus qui, à des degrés différents, se poursuit dans l'ensemble des pays européens, plutôt dans certains pays, plus tard dans d'autres, mais émancipation politique, mais aussi une intégration socio-économique des Juifs dans les sociétés occidentales, et ce qu'on a appelé un processus d'assimilation culturelle, c'est-à-dire l'appropriation qui est extrêmement rapide, un processus très intense d'appropriation vorace par les Juifs des cultures nationales, hein, des sociétés dans lesquelles ils vivent et qui leur sont ouvertes. L'émancipation d'un côté, mais l'antisémitisme de l'autre. C'est-à-dire, grâce à l'émancipation, les Juifs deviennent des citoyens à part entière. Les Juifs deviennent même, sur le plan, non seulement une minorité dans plusieurs pays, profondément intégrée, aisée. Il y a une classe moyenne et même une élite économique juive importante qui se constitue dans plusieurs pays. Les Juifs deviennent même les porte-paroles des cultures de différents pays, mais en même temps, ils demeurent une minorité à plusieurs égards stigmatisée, une minorité visible, on dirait aujourd'hui, une minorité qui est mise à l'écart d'une manière ou d'une autre, une minorité qui est perçue comme telle et qui est perçue comme un élément, disons comme un corps étranger au sein
des sociétés européennes qui deviennent des sociétés nationales. On pourrait parler, je dirais, de l'antisémitisme comme code culturel. Les nations européennes, c'est le processus de constitution des États-nations. Les nations européennes ont besoin de construire des identités par une démarcation négative vis-à-vis, disons, de figures porteuses d'une altérité. Il y a par exemple l'altérité coloniale qui est l'altérité des non-européens qui sont à l'époque projetés dehors de l'Europe, et au sein de l'Europe, il y a cette altérité juive qui est une anomalie. Hein, et donc, d'une certaine façon, cette modernité juive est irréductible, contradictoire, antinomique à certains égards, vis-à-vis d'un lexique politique de la modernité occidentale. Un lexique politique qui se décline sous la forme de l'État, le territoire, la nation, la souveraineté. Eh bien, les Juifs, grâce à l'émancipation, sont au cœur de l'Europe, mais ils ne peuvent pas complètement s'intégrer dans ce schéma, dans ce modèle. Ils restent une anomalie dans ce cas. Et donc, dans plusieurs pays, l'antisémitisme joue un rôle, on a dit, de code culturel. En Allemagne, au XIXe siècle, on a besoin du juif pour définir la germanité, qui est un allemand. L'allemand n'est pas juif. On a du mal à définir un allemand, mais bon, on parvient à le définir négativement, par opposition aux juifs. Et c'est un processus très complexe, parce que ces formes de stigmatisation peuvent prendre, il y a toute une série de variantes. Hein. Il y a à l'est de l'Europe, il y a les pogroms, il y a une législation antisémite, il y a même une forme d'exclusion des juifs de la citoyenneté. En Europe occidentale, il y a l'émancipation, mais je donne l'exemple, par exemple, dans ce livre, un cas emblématique, Gershon Bleichroeder, qui était le banquier de Bismarck, un homme d'une extraordinaire puissance dans l'Allemagne wilhelminienne. C'est lui qui a financé la guerre franco-prussienne, qui a joué un rôle crucial dans le processus de l'unité allemande. Il a été anobli, et pourtant, il a toujours été profondément méprisé par l'aristocratie allemande, qu'il a toujours considéré comme un parvenu, comme quelqu'un qui... et on lui faisait comprendre qu'il n'appartenait pas à cette caste, à cette élite aristocratique. Il y avait un stigmate qui était un stigmate de l'exclusion. L'antisémitisme prend des formes différentes à l'Est, dans l'Empire des Tsars, par exemple, en Allemagne, où l'antisémitisme vise à préserver la nature chrétienne de l'État. Et donc, en Allemagne, les Juifs sont émancipés, mais sont toujours exclus des carrières publiques, par exemple. Il n'y a pas beaucoup d'universitaires juifs, ils sont certes exclus de l'armée. On dit qu'il n'y a pas eu d'affaire Dreyfus en Allemagne, parce qu'il n'y avait pas un capitaine Dreyfus en Allemagne. En France, en revanche, l'antisémitisme est un des vecteurs d'une campagne conservatrice et réactionnaire contre la République. Sous la Troisième République, il y a le phénomène des Juifs d'État, l'intégration des Juifs au corps de l'appareil d'État, et donc l'antisémitisme devient une forme aussi d'opposition à ce qu'on appelle la République juive. L'antisémitisme peut prendre des formes différentes selon les pays, mais disons, c'est un phénomène qui, d'une manière plus ou moins intense, ou plus ou moins forte, étendue, existe dans l'ensemble des pays européens, et c'est dans cette
tension, dans cette dialectique entre émancipation et antisémitisme que prend forme ce que j'ai appelé la modernité juive. Et cette tension, cette contradiction, je pense, est la clé qui explique l'explosion de créativité qui traverse le monde juif entre la fin du XIXe siècle et la Seconde Guerre mondiale. Une véritable explosion de créativité. Les Juifs sont à l'avant-garde dans tous les domaines de la culture, de la peinture à la musique, au cinéma, aux sciences sociales, de la philosophie à la sociologie. Ils créent, ils inventent de nouvelles disciplines comme la psychanalyse. Et politiquement, encore une fois, il y a des grandes différences entre l'Europe de l'Est, la France ou l'Italie, ou la Grande-Bretagne, mais globalement, cette tension, cette contradiction, émancipation, antisémitisme, pousse les Juifs à jouer un rôle anticonformiste, à jouer un rôle souvent critique vis-à-vis du pouvoir, et les intellectuels, surtout en Europe centrale et orientale, deviennent un des berceaux, disons, d'une pensée critique. Bref, il y a toute une série de conditions que j'ai résumées très grossièrement, mais qui placent les Juifs au cœur de la culture occidentale, avec une position particulière qui en fait un sismographe des tensions, des contradictions, des conflits qui traversent ce monde. Et donc les Juifs, pendant cette période que j'ai définie de la modernité juive, sont des producteurs d'une pensée critique, sont la conscience critique du monde occidental. Sont à l'avant-garde dans toutes les révolutions politiques. Eh bien, je pense qu'après la Deuxième Guerre mondiale, tout change. Après la Deuxième Guerre mondiale, s'opère une mutation qui n'est pas immédiatement visible, qui devient beaucoup plus claire rétrospectivement, mais s'opère toute une série de mutations qui, d'une certaine façon, achèvent ce cycle, mettent fin à cette anomalie, à cette spécificité de l'intelligentsia juive, des élites politiques juives dans le monde occidental. Alors, dans mon essai, j'énumère quelques éléments de cette mutation. Tout d'abord, le déclin de l'antisémitisme. Le déclin de l'antisémitisme qui, me semble-t-il, est un fait absolument évident et incontestable. La Shoah a été une sorte, l'abcès a crevé, et après la Deuxième Guerre mondiale, progressivement, l'antisémitisme les sociétés européennes se sont débarrassées de ce démon qui les hantait, qui les habitait. L'antisémitisme n'a plus droit de cité. Et l'antisémitisme n'a pas disparu, il existe encore, mais il ne se manifeste plus sous les mêmes formes qu'il est caractérisé auparavant, et surtout lorsqu'il se manifeste, on le voit particulièrement en France, il fait l'objet d'une condamnation absolument ferme. L'antisémitisme a quitté les cultures politiques de la droite.
donc l'antisémitisme n'est plus une des tendances profondes des nationalismes, des cultures conservatrices et des droites européennes. Et l'antisémitisme était aussi un des facteurs de radicalisation politique du monde juif. Parce que dans plusieurs pays, avant la Deuxième Guerre mondiale, l'adhésion à des partis de la droite, à des partis nationalistes, à des partis conservateurs, à des partis qui étaient, dans plusieurs cas, antisémites, était évidemment une option exclue pour les juifs, en particulier pour les intellectuels. Et donc l'antisémitisme a cessé de structurer les mentalités, les cultures, même l'imaginaire politique de l'Europe, et cela marque la fin d'un cycle. Tout au contraire, nous avons assisté surtout, non pas immédiatement après la Deuxième Guerre mondiale, mais au cours de ces 30 dernières années, nous avons assisté à un phénomène nouveau, l'émergence de la mémoire de la Shoah comme ce que j'appelle une religion civile du monde occidental. La mémoire de la Shoah qui est devenue une mémoire qui a été pendant très longtemps une mémoire souterraine, on pourrait même l'appeler une mémoire marane, une mémoire qui a joué un rôle important, qui a été un moteur dans la lutte contre la xénophobie, contre le racisme, qui a joué un rôle, par exemple en France, lors de la guerre d'Algérie, dans le soutien à une lutte de libération nationale. Mais la mémoire de la Shoah, depuis une trentaine d'années, s'est institutionnalisée, devenue une religion civile du monde occidental, c'est-à-dire est une mémoire qui a été sacralisée, et par la sacralisation de ce souvenir de l'Holocauste, on sacralise toute une série de valeurs qui sont présentées comme les valeurs constitutives des démocraties libérales occidentales. Liberté, démocratie, tolérance, égalité, etc. Et cette religion civile se déploie sous une forme ritualisée, selon disons, les codes des religions, les commémorations, les lieux de mémoire, les musées, les mémoriaux. Bref, les Juifs qui ont été pendant presque 2 siècles un élément de démarcation négative, disons, l'objet d'une stigmatisation contre laquelle se créaient, prenaient forme, se construisaient des identités nationales, aujourd'hui sont devenus une minorité dont la mémoire est protégée par des politiques de la mémoire, par les institutions. Voilà. Et cette institutionnalisation de la mémoire de la Shoah, cette transformation de la mémoire de la Shoah, une sorte de religion civile du monde occidental, a, je pense, dans une large mesure, neutralisé son potentiel critique, ou tout au moins il l'a largement affaibli. Cette mémoire fait souvent l'usage fait l'objet d'usages très conformistes ou très conservateurs. Elle est utilisée non pas pour nous rendre plus sensibles, pour combattre les formes d'exclusion, de racisme qui existent aujourd'hui, mais plutôt pour mettre en avant et pratiquer un antiracisme qui vise à défendre une minorité qui n'est plus exclue
et qui détourne l'attention des formes réelles d'exclusion. Je donne un exemple qui m'a beaucoup frappé et qui me paraît tout à fait significatif. En janvier 2005, anniversaire, 60e anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz, se sont réunis à Auschwitz tous les grands puissants de la planète, Dick Cheney, Jack Straw, le président Chirac à l'époque, bref, Berlusconi, les responsables de la guerre qu'ils étaient en train de mener en Irak. Et cette commémoration médiatisée à l'échelle de la planète avait une signification qui était très claire. Nous sommes là en train de commémorer les victimes de la Shoah. Cela veut dire que la guerre que nous sommes en train de faire en Irak est une guerre juste, est une guerre éthique, est une guerre pour défendre des valeurs, pour défendre des objectifs tout à fait noble. Et à côté du déclin de l'antisémitisme, on assiste, encore une fois, je répète, c'est un phénomène très inégal et qui ne prend pas la même forme partout en Europe centrale et orientale, dans les pays qui appartenaient au bloc soviétique, il y a encore une droite antisémite. Il y a des droites nationalistes clairement, ouvertement antisémites, ce qui n'est plus le cas en Europe occidentale. Il y a dans plusieurs pays d'Europe occidentale, notamment en France, qu'on a appelé des nouvelles judéophobies, des formes qui peuvent devenir même des formes d'hostilité violente vis-à-vis des Juifs. On pourrait citer de nombreux cas, et qu'il faut combattre, bien évidemment, mais de nouvelles formes de judéophobie qui s'alimentent de la crise et du conflit israélo-arabe, israélo-palestinien, et des nouvelles formes de judéophobie qui n'ont pas grand-chose à voir avec l'antisémitisme traditionnel, l'antisémitisme classique, l'antisémitisme historique qu'on a connu dans la plupart des pays européens avant la Deuxième Guerre mondiale. Il n'y a pas de continuité, il y a une rupture, les racines sont différentes, et donc vouloir combattre ces nouvelles formes de judéophobie, comme on pouvait combattre l'antisémitisme fasciste, nazi, ou de, que sais-je, en France, de l'action française, du nationalisme, je pense que ce serait une erreur politique grave, parce que c'est une judéophobie qui se nourrit d'autres éléments qui sont racines dans un contexte qui est complètement différent, qui a d'autres cultures, d'autres motivations, et qui ne présentent pas de continuité avec l'antisémitisme. Eh bien, j'ouvre une piste de réflexion qui n'est pas nouvelle, c'est un thème qui est largement débattu aujourd'hui. Le rôle qui a été celui de l'antisémitisme dans les sociétés européennes au XXe siècle, aujourd'hui, est joué par d'autres minorités. La figure de cette altérité stigmatisée dont on a besoin pour définir une identité nationale ou européenne, c'est tout le ministère de l'identité nationale, tout le débat qui a eu lieu en France. Eh bien, cette figure n'est plus le juif, cette figure est plutôt le musulman. Et donc, je pense qu'on assiste à cette transition de l'antisémitisme à l'islamophobie. Je pense qu'il y a des analogies qui sont assez évidentes et qui peuvent même prendre une dimension visuelle
combien des couvertures de certains hebdomadaires, Le Point par exemple, en France, on pourrait citer d'autres. Même la visualisation de la figure du musulman avec auquel on attribue toute une série de traits qui sont très mal, eh bien, rappelle de près une iconographie antisémite qui était très largement répandue en Europe pendant la première moitié du XXe siècle. Le mythe du judéo-bolchevisme, le bolchevique qui était aujourd'hui c'est l'islamiste, par exemple, et on attribue même des traits physiques qui sont parfois très, très similaires. Or, il faut bien être clair, analogie ne signifie pas homologie. Je ne veux pas dire que l'islamophobie aujourd'hui serait l'incubation d'un nouveau génocide, d'une extermination. D'ailleurs, il y aurait beaucoup à discuter sur l'antisémitisme nazi et la Shoah, sur la constellation historique qu'il a produite. Il faut se méfier de toute vision déterministe, de toute forme de téléologie sur laquelle l'histoire aurait une tendance préfixée. Bien sûr, les minorités musulmanes dans les pays d'Europe occidentale aujourd'hui présentent toute une série de caractéristiques profondément différentes par rapport aux minorités, à la situation qui était celle des Juifs, des minorités diasporiques, mais qui sont très différentes, ne serait-ce que pour le fait que les musulmans sont plus d'1 milliard, et qu'il y a des États derrière, qu'il y a tout un contexte géopolitique, économique qui n'est pas le même, mais disons, on peut esquisser toute une série d'analogies. Et puis, le dernier élément qui modifie radicalement le paysage, c'est la naissance de l'État d'Israël. C'est la naissance de l'État d'Israël qui s'affirme à contre-courant de cette modernité juive que j'ai essayé de décrire tout à l'heure. Qui redéfinit la judéité dans un sens ethnique. Israël est un État juif, hein, et donc, pour être citoyen de cet État, il faut être juif. Donc, il y a beaucoup de juifs, d'Israéliens qui ne sont pas croyants, mais bon, pour être citoyen, il faut bien être juif. Et donc, à l'origine de cette définition de la judéité, il y a la religion, qui aurait défini la judéité dans un sens étatique. Je parlais tout à l'heure de cette irréductibilité de la modernité juive au lexique politique de la modernité occidentale, une minorité diasporique, exterritoriale, qui se définit dans une perspective supranationale qui transcende les frontières étatiques. Et bien là, elle est redéfinie dans le cadre d'un État qui se veut un État-nation avec un territoire dont les frontières sont très mobiles, mais des frontières protégées par une armée, souveraineté et territorialisation. Et donc une redéfinition de la judéité à contre-courant par rapport à ceux qu'on pourrait définir la modernité. Et évidemment, la naissance de l'État d'Israël, au-delà de tout ce qu'on peut dire sur... je n'ai pas écrit un essai pour ouvrir le débat sur État binational ou deux États, pour suggérer des solutions du problème palestinien, de la crise israélo-palestinienne.
Mais c'est évident que la naissance de l'État d'Israël fait de cet État une des pièces d'un dispositif géopolitique de domination du monde occidental. Et évidemment, il y a là un tournant historique majeur par rapport à cette position, disons, d'altérité et de critique vis-à-vis du pouvoir qui avait été celle d'une large partie des élites intellectuelles juives, d'une intelligentsia juive, parler d'élite qui est peut-être problématique, d'avant la guerre. Eh bien, si on prend en considération cet ensemble de mutations, déclin de l'antisémitisme, passage de l'antisémitisme à l'islamophobie, naissance de l'État d'Israël, je crois qu'on peut penser la fin du XXe siècle comme un tournant qui correspond, qui coïncide avec l'épuisement de toute une phase d'un cycle de l'histoire juive moderne et l'ouverture d'une époque, d'une phase nouvelle. Or, il y a une tradition de la pensée critique, une tradition qui s'est créée pendant ces 2 siècles, une tradition qui reste vivante. Et ça me paraît aussi une évidence, les penseurs critiques juifs sont nombreux, et en France aussi, et cette tradition, évidemment, peut se perpétuer, je le souhaite, mais cette tradition, comme toutes les traditions, peut se perpétuer même si les conditions qui l'ont engendrée n'existent plus aujourd'hui. L'existence de toute une couche d'intellectuels, de penseurs critiques, politiques, juifs, révolutionnaires, pensée radicale juive, n'est plus le produit des contradictions, n'est plus engendré par un contexte social, culturel, politique, qui était celui de la première moitié du XXe siècle, la seconde moitié du XIXe siècle, une époque que j'ai essayé de définir comme la modernité, comme l'âge d'or de cette modernité pendant les années de la première moitié du siècle, les années qui précèdent et qui suivent la Grande Guerre. Je donne comme ça 2 exemples que je juxtapose pour peut-être rendre plus percutante, pour illustrer d'une manière un peu plus percutante ce phénomène, cette mutation. Je dis, la première moitié du XXe siècle a été l'époque de Trotsky, dans le fond toujours, et la deuxième moitié a été l'époque de Henry Kissinger. D'un côté, une figure, le symbole de la révolution internationale, et de l'autre côté, le symbole de la contre-révolution internationale. Évidemment, il n'y a pas encore une fois, de déterminisme mécanique, mais quand même,
étudier les parcours, les trajectoires intellectuelles, politiques de Trotsky est très intéressant, mais celle de Kissinger aussi est très intéressante. Parce que Kissinger appartient à une tradition juive, elle aussi, de juifs qui ont toujours se sont toujours orientés intellectuellement et politiquement à droite, qui ont essayé de jouer un rôle important, mais qui n'y parvenaient pas. Il y avait comme une forme de rejet, hein, des anticorps qui faisaient que les dispositifs du pouvoir n'arrivaient pas à les intégrer complètement. Et donc on a eu plusieurs exemples, que sais-je, un des ancêtres de Kissinger, Walter Rathenau, ministre des Affaires étrangères sous la République de Weimar, a été tué lors d'un attentat antisémite. Parce que bon, ce rôle finalement il ne pouvait pas le jouer. Kissinger, qui voulait être le Bismarck du XXe siècle, pendant la guerre froide, a pu jouer ce rôle. Parce qu'il n'y avait plus rien qui l'empêchait de le faire. Donc ces deux figures symboliques, me semble-t-il, montrent un peu, illustrent cette mutation, ce passage. Alors, on pourrait mettre en rapport la fin de la modernité juive avec, que sais-je, la fin de l'intellectuel. On pourrait refaire l'histoire des intellectuels au XXe siècle et étudier le lien organique qui existe entre l'histoire des intellectuels et aussi les formes de radicalisation politique du monde juif. Peut-être on pourra en discuter là. Il vaut mieux que je m'arrête pour ouvrir le débat. Bien, merci Enzo.